Bonjour à tous et bienvenue au premier plateau TV organisé sur Top Logistique Europe, toute première édition qui a lieu cette année à Lille, plateau que j'anime avec grand plaisir. Pour le premier plateau télé, on va parler d'externalisation logistique avec trois invités importants qui ont accepté cette invitation et je les remercie déjà. Donc Vincent Mangin de Logs, Olivier Corin de Logvad, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Alan Lasry, c'est ça, qui est le CEO de GMA Import. Vous allez nous expliquer ce que fait GMA Import. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, que je vous présente et je vous remercie d'en débattre avec moi aujourd'hui, c'est le sujet de l'externalisation logistique. Alors on a aujourd'hui autour de cette table deux grands experts de la prestation logistique, vous avez presté, c'est-à-dire pour des clients et pas pour votre propre activité. Donc vous viendrez nous expliquer pourquoi les web marchands notamment, on va avoir un focus sur le e-commerce aujourd'hui, pourquoi les web marchands ont intérêt à confier leur logistique à un expert, un spécialiste. Vous viendrez défendre votre entreprise mais aussi le fond de votre pensée. Et puis en face de vous, Alan Lasry qui lui a choisi un schéma totalement différent, totalement opposé, si je ne me trompe pas, Alan, puisque vous avez choisi d'internaliser la logistique, de faire les choses par vous-même. Et je vais commencer par vous, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter. Alan, qui est Alan Lasry? Alors Alan Lasry, j'ai créé il y a une dizaine d'années la société GMA. GMA, on est spécialisé dans la vente d'équipements pour des produits sur les marketplaces, donc des produits de maison, donc du linge de maison, de l'art de la table, de la décoration, de la cuisson, etc. Les marketplaces B2C? Les marketplaces B2C, voilà. Donc nous, on design, on fabrique, on importe et on réceptionne des produits qu'on distribue à 100% sur les marketplaces. Voilà. À travers un entrepôt de 12 000 m² situé dans le 78. Et donc on réceptionne sur place et on distribue. D'accord. Vous achetez donc j'imagine la majeure partie de vos produits en Asie, en Europe? Oui, en Asie. Bon là actuellement, temps qui court, on fait des circuits plus courts finalement, donc un peu d'Europe, un peu de Turquie aussi, mais sinon on va dire 50% de nos produits en Asie. D'accord. Un entrepôt à Épône, si je ne me trompe pas, dans le 78. À Épône, oui. Des bureaux à Aubervilliers. Des bureaux à Aubervilliers. D'accord. Quel chiffre d'affaires à peu près, si on peut le dire? Une dizaine de millions d'euros. En dizaines de millions d'euros pour une personne? Une vingtaine de personnes. Oui. 7 personnes sur Aubervilliers pour gérer la partie commerciale administrative et 13 personnes sur Épône qui gère la partie logistique. Et vous gérez votre logistique en propre? En propre, depuis, à partir d'un entrepôt voilà. qui vous appartient d'ailleurs. Vous viendrez nous expliquer pourquoi ce choix, oui. Et si vous avez déjà eu affaire à des prestataires logistiques externes, oui. Et j'imagine comment vous avez mené cette réflexion. Ouais. Merci Alan. Je vais passer la parole à Vincent Mangin. Bonjour Vincent. Bonjour Franck, merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Et Vincent, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter déjà personnellement et nous dire qui est Logs. On dit Logs aujourd'hui? On dit Logs, oui, tout à fait. Je suis Vincent Mangin, donc j'ai rejoint le groupe Logs, la marque Logs, il y a 5 ans bientôt. Logs est aujourd'hui leader, on va dire, de la logistique externalisée, puisque c'est le thème aujourd'hui, mais on accompagne également les acteurs de l'industrie, on accompagne bien sûr le e-tail, le retail, tout l'omnicanal, et on a aussi dans notre portefeuille de solutions une offre de pilotage transport qui permet vraiment de gérer la boucle, oui. Et d'accompagner nos partenaires sur l'ensemble du chemin du colis en fait. Donc logistique externalisée, mais transport, vous faites appel à des sous-traitants quand même? Du pilotage transport, oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, l'intérêt, c'est de proposer toutes les solutions qui peuvent s'offrir aux clients et aux marques pour pouvoir toucher le consommateur final où qu'il soit et à quel moment de la journée qu'il le souhaite. Voilà. Bon, vous êtes un grand groupe aujourd'hui, mais à l'origine, vous êtes un local ici? C'est un acteur local. Ouais, vous êtes dans le berceau. On fête nos 20 ans, on fête nos 20 ans cette année. C'est un pur groupe régional né dans les Hauts-de-France qui a grandi organiquement avec une croissance positive. On va en parler de la croissance. On n'a pas parlé de Vincent Mangin, vous êtes qui? Vous venez d'où? Moi, j'ai un background plutôt de direction marketing et vente à l'international. Et puis, voilà, j'ai rencontré Franck Grémonpré il y a 5 ans. J'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu l'aventure. J'ai envie de sauter dans le train qui avançait à fond. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis satisfait. Et depuis 5 ans, que de chemin parcouru, voilà. Puisqu'on faisait 80 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 250 millions d'euros. On s'étend, on a une belle aventure qui est en train de s'écrire. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Vous ne voulez pas parler de vous, mais moi, je sais que vous êtes un super commercial. Vous êtes un bon directeur ou un responsable du développement. On travaille ensemble sur des appels d'offres. Et moi, ça me fait plaisir de vous recevoir parce que ça fait longtemps que je voulais déjà vous avoir dans un plateau comme celui-là. Savoir que vous êtes un régional, on est à Lille, tout comme Olivier Corin qui nous accompagne. Olivier Corin, bonjour. Olivier Corin, fondateur. Directeur du développement, directeur de l'exploitation, le grand patron de Logvad, historique. On s'est rencontrés, on était concurrents. Vous vous rappelez Olivier qu'on était concurrents à l'époque? Tout à fait. Moi j'étais prestataire et j'avais cet expert là en face de moi. Et puis je suis bien content qu'on soit rapprochés du coup.
et qu'on se parle différemment. On ne jamais perdu de vue, effectivement. Donc, qui est Logvad, qui est Olivier Coran? Donc Logvad, c'est un des pionniers, enfin j'aime bien dire qu'on est des pionniers dans la logistique de e-commerce. Parce qu'on existe depuis 2004 qui est vraiment le lancement du e-commerce avec l'arrivée de la DSL et l'arrivée de la sécurisation des paiements. C'est ce qui a lancé réellement le e-commerce. On a démarré à ce moment-là dans une région, donc ici Lille, qui était le berceau de la vente par correspondance. La VPC, de la vente par correspondance, donc vous avez fait partie, c'était ça le début de votre carrière. Moi, effectivement. Même si vous êtes très jeune, aujourd'hui, un des plus jeunes de la famille. J'ai appris le métier, effectivement, j'ai appris le métier à la Redoute, parce que j'ai travaillé 15 ans à la Redoute avant de me lancer, de créer la société Logvad. Ok. Bon, ça me fait plaisir de vous avoir aussi parce que on ne s'était jamais croisés sur un salon et on n'avait jamais œuvré ensemble. Moi, je suis ravi. Donc aujourd'hui, l'externalisation logistique, c'est votre raison d'être, c'est votre ADN. D'accord. Qui sont vos clients? Allez, Vincent, vos clients les plus grands. Les plus grands, on va citer des industriels comme le groupe Renault, le groupe Mars, le groupe Nestlé. Après, on va avoir des grands acteurs du e-commerce, comme Auchan.fr, comme Redoute.fr. Alors moi, donc, j'ai la chance de démarrer des startups qui sont devenues des licornes. Mon plus gros client, c'est Onatera qui fait du complément alimentaire. J'ai June, la belle aventure de June. Et après, comme on est effectivement dans la région où le groupe Mullier est fortement implanté, on a beaucoup d'enseignes du groupe Mullier. Je travaille notamment pour Sodio. Oui. Mais j'ai lancé Camailleux, j'ai lancé Pinky, j'ai lancé tout le monde est passé chez Logvad au moins une fois. Alors. Mon premier étant donc Nocibé, parce que Nocibé est aussi dans la région. Des marques qu'on connaît bien. Donc, des marques qu'on connaît bien. Alan Lasri, oui. Vous êtes un vrai businessman. Oui. C'est comme ça que moi je vous qualifie. On se connaît depuis quelques temps. Seulement, on travaille ensemble sur des projets logistiques. On va pas se voler la face. Oui. Mais je ne travaille pas avec votre prestataire. Votre prestataire, c'est vous. Alors, vous allez me dire en quelques mots pourquoi vous avez fait ce choix d'internaliser, c'est-à-dire de gérer en propre votre logistique. Et puis évidemment, je vous laisse réagir librement, Vincent, Olivier, par rapport aux arguments. Et si jamais ça dérape, je vous cloche un petit peu et puis on met les choses en ordre. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à, ça fait 15 ans qu'on fait de l'import-export et de la distribution sur Internet. On a eu différentes tailles de sociétés et c'est vrai qu'en fonction de l'état des sociétés, on est passé par des étapes où on a intégré la société, puis après on a voulu l'externaliser, je me rappelle à l'époque c'était en Belgique, et finalement on s'est rendu compte pour des raisons de coût et des raisons de qualité de service, on a préféré finalement réintégrer la logistique. Voilà. C'est-à-dire coût, vous avez trouvé moins cher en faisant vous-même? Et qualité de service, vous n'avez pas trouvé votre compte ou alors c'était une volonté stratégique? Au niveau du service, disons que dans l'agilité, dans la réactivité, finalement, c'était assez lourd de devoir chaque fois faire des devis pour pouvoir faire des opérations promotionnelles en plus, etc. Au niveau de la qualité de service, nous, il faut savoir qu'au sein de chez GMA, on travaille avec différents prestataires, mais tous les matins, ils nous déposent une semi, que toute commande passée avant midi, elle est préparée dans la journée et la semi vient la récupérer à 15h et nos clients sont livrés en 24 heures. Voilà. Donc aujourd'hui, avec les différents sites avec lesquels on travaille, on a un macaron livraison en 48-72 heures qui a permis de doper nos ventes. Et finalement, comme on travaille beaucoup avec des sites de vente événementiels, le fait d'avoir intégré finalement la logistique en interne a raccourci nos délais de livraison et a augmenté nos ventes. Voilà. Contrairement à ce qu'on faisait à l'époque avec nos prestataires externes. D'accord. Et ça ne vous coûte pas trop cher? Non, finalement, non. En fonction de l'état des sociétés, quand on lance un projet, quand on a une société, la grosse problématique d'intégrer finalement la logistique, c'est finalement d'avoir un entrepôt trop petit si on se développe bien, ou trop grand si jamais le business ne fonctionne pas. C'est ça la grosse contrainte. Mais finalement, non, on a eu l'opportunité, on a loué pendant 7 ans. On était à l'époque à Aulnay-sous-Bois, à Gare au Nord, puis après à Gennevilliers. Et jusqu'au jour, on a eu l'opportunité finalement d'acquérir un entrepôt dans le 78, un entrepôt de 12 000 m². Et donc finalement, on a toujours eu un peu plus grand qu'on a eu besoin. Et donc voilà, on s'y retrouvait dans nos coûts. Il y a un intérêt. Alors Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un prospect là? Aujourd'hui, c'est intéressant, mais c'est le chemin qu'on voit régulièrement. Donc au bout d'un moment, vous allez arriver sur des surfaces qui vont être une contrainte pour vous, puisque vous allez devoir grandir. Et il y a un problème de scalabilité quand on travaille pour soi-même, pour son propre compte, dans son propre... Après, je comprends l'intérêt du patrimoine immobilier pour l'entreprise, d'investir, d'avoir son entrepôt. Il y a quelque chose de quand même assez rassurant et pérenne dans l'activité. Mais ça vous semble cher au début parce qu'il y a aussi une adaptation, c'est-à-dire que ça demande une rigueur aussi
pour travailler avec un logisticien, pour avoir des process et pour pas être, on va dire, dans une popote interne dans laquelle on arrive toujours un petit peu à se défaire, à se débrouiller. Là, ça demande une rigueur et c'est un pas vers une industrialisation, mais qui est nécessaire quand on veut accéder à une certaine croissance et après honorer une multitude de flux. On en parlera tout à l'heure, mais je suis vraiment intéressé de voir de quelle manière vous gérez l'unification de votre stock pour gérer vos ventes privées, pour gérer le e-commerce. Très simplement, je vous coupe, excusez-moi, mais on travaille avec des WMS. Alan, puis Olivier. Shippingbo notamment. Et donc Shippingbo aujourd'hui est connecté à toutes nos marketplaces, donc on a un stock unique et sur chaque commande finalement les stocks. Je suis content de l'entendre parce qu'on développe aussi, on travaille aussi avec Shippingbo depuis 6 mois. Donc vous, Vincent, vous dites investissement de départ, croissance, comment vous faites quand vous avez votre plan pro. Olivier, vous pensez quoi de ce que dit Alan Lasry? Je respecte ce que dit Alan. Ça va pas s'engueuler là. Si vous vous respectez maintenant. Aujourd'hui, moi les gens qui viennent me voir parce que ils sont concentrés sur leur business de marketing, de vente, et ils externalisent la logistique parce que à la fois c'est les centres de coûts qu'il faut savoir optimiser. On travaille beaucoup sur les productivités, etc. Qu'il faut que ce soit scalable quand on démarre. Mais vous avez une croissance visiblement assez rapide. Mais vos 12 000 m² sont pleins. Oui. Donc vos 12 000 m² sont pleins. Bon, ils viennent chercher ça chez moi. Ils viennent chercher aussi la mutualisation. Le fait que nous ayons 80 clients nous permet d'acheter en gros des consommables, d'acheter en gros des frais de port, et d'avoir donc des meilleures négociations sur les frais de port. On va y venir sur la mutualisation. Ouais. Vincent, c'est un mot qui vous parle, mutualisation? Mutualisation, parce que oui. C'est un argument que moi j'entends souvent. Mais mutualisation souvent aussi des expertises. C'est pour ça qu'on crée des campus logistiques dédiés à certains segments de marché. Aujourd'hui, si vous voulez diversifier l'activité, on est content d'avoir une expertise encombrante, d'avoir une expertise textile, d'avoir une expertise sur tout type de produits, sur de l'épicerie. Et là, aujourd'hui, c'est vrai une réelle valeur ajoutée. Nous, les clients viennent nous voir puisqu'ils cherchent à être rassurés d'avoir des prestataires qui connaissent le produit. J'ai envie de dire, le sujet, il est plus aujourd'hui dans le B2C sur la filiation, dans le sentiment, dans le toucher et comment transmettre la valeur de la marque au client final quand on preste pour autrui. Et là l'enjeu, il est vraiment là aujourd'hui. Et c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Voilà. Je voulais parler mutualisation. Moi, je m'adresse à Logs et Logvad. Lorsque Alan Lasry travaille seul, il mutualise avec personne, finalement. C'est quoi cette mutualisation? Ça consiste en quoi? Et qu'est-ce que ça apporte? Olivier, ça permet, comme moi j'ai des clients d'univers différents, donc ils ont aussi des pics d'activité. Alors j'enlève quand même le Black Friday, qui est quand même l'élément de l'année là. Mais mes clients ont des activités, ont des opérations promotionnelles différentes, qui fait que sur l'un, j'ai beaucoup de travail cette semaine, mais j'en ai moins sur l'autre. Donc mon personnel est amené à basculer. On évite les tensions, les heures sup. Alors, on évite les temps morts surtout. Et les temps morts aussi. Ouais. On a des gros lundis, je suppose que vous avez peut-être aussi des gros lundis. Exactement. Comment vous faites le lundi, Alan? Parce que vous avez... Il y a de l'intérim. Oui, on fait appel à l'intérim, bien sûr. Bien sûr, lundi. Vous faites appel à l'intérim? Lundi, on fait appel à l'intérim, oui. Ok, est-ce qu'on fera appel à l'intérim chez Logs le lundi? Oui, bien sûr, mais le prestataire logistique qui vous dira qu'il ne fait pas d'intérim vous mentira. Mais aujourd'hui, nous, on valorise et on privilégie les structures stables et on a majoritairement des personnes en CDI, en CDD chez nous. Exactement, mais chez Logvad ou chez Logs, le lundi, on facture pas plus cher, rassurez-moi. On facture pas plus cher le lundi. On s'organise en conséquence le lundi. On s'organise en conséquence, si vous prenez du personnel. Et on travaille les samedis quand c'est nécessaire. Voilà. Non, mais c'est toutes nos organisations, la souplesse horaire qu'on est obligé d'offrir, notamment quand... moi, mes gens ont un horaire de 9 heures de travail le lundi, qui des fois va jusqu'à 10. D'accord, c'est annualisé, c'est ça, c'est un accord de groupe? C'est à la semaine, c'est-à-dire que dans la semaine, en plus on travaille le samedi, parce que l'idée c'est de dégrossir le lundi en prenant les commandes, en faisant les commandes déjà le samedi, pour diminuer aussi la valeur de notre lundi. Mais vous respectez les 35 heures, rassurez-moi, chez Logvad? On respecte les 35 heures, bien sûr. Chez Log, quand on a pignon sur rue comme nous, on se doit suivre toutes les règles et d'assurer la meilleure sécurité en entrepôt. On ne pourrait pas se le permettre. D'accord. Oui, non, on est obligé. Et puis de toute façon, on est obligé pour nous-mêmes, on est obligé aussi pour nos clients parce qu'on représente nos clients. Oui. Alors, j'ai envie de dire aussi qu'il y a un autre truc par rapport à l'externalisation. Moi, j'ai des demandes de tous les gens du marketing, de tous les gens bizarres, qui m'obligent à être un peu créatif. En ce moment, on parle beaucoup de RSE, de faire des colis qui respectent l'environnement, etc. Donc j'ai des demandes et ça me permet aussi de redistribuer à des gens
en leur disant tiens, maintenant je sais faire ça. Ouais, monsieur. Tu vois, maintenant je sais faire ça. Et on peut faire évoluer. Oui, ça va faire. On peut faire évoluer donc, votre produit. On peut faire évoluer donc parce qu'on intègre des nouvelles choses. On intègre des nouveaux transporteurs. Tu vois, là je travaille par exemple avec Stuart depuis 2 ans là à peu près. Donc qui Stuart, fait livraison. de la livraison verte sur Paris. Oui. D'accord. Donc avec des véhicules électriques jusqu'à 22 heures, avec donc du service un peu différenciant quoi, que je n'avais pas avant, que j'ai rentré pour un client à la demande d'un client et que je resserre maintenant pour d'autres clients. J'ai la même chose pour la TVA, parce que donc je travaille aussi avec un partenaire qui fait de la représentation fiscale à l'étranger, qui permet donc si vous vendez en Allemagne, ce qui doit être le cas sur les Zalando, sur les machins, de faire de la représentation fiscale. Donc on a aussi la connaissance complète du métier. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, la pierre angulaire, Vincent, aujourd'hui, nous, premier l'intérêt, ensuite. c'est qu'on est, j'ai envie de dire, le moteur d'un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prestataire logistique n'est plus là pour pousser les cartons. Il est là aussi pour agréger, être le noyau, en fait, et d'avoir des électrons qui tournent autour, qui vont apporter des solutions éco-responsables, qui vont apporter des solutions de tracking, qui vont apporter des solutions d'optimisation, de robotisation. Et aujourd'hui, nous, on est là pour faire, on va dire, vivre tout cet écosystème autour. Et comment vous les avez enseignés, ces nouveaux savoir-faire? Ce sont vos clients qui sont venus avec des solutions, non? Mais déjà, on a des équipes de veille, on a des équipes innovation qui sont dédiées, on fréquente, comme tu le sais, enfin comme vous le savez, Franck, on fréquente tous les salons et on est toujours à la recherche de solutions qui puissent permettre de rajouter des propositions de valeur qui soient toujours renforcées. Donc c'est notre job. Externaliser la logistique, c'est vendre, enfin c'est un service. Clairement, vous vendez un service sur mesure à vos clients et surtout vous anticipez leurs besoins. Oui. Nous, sur notre modèle économique de mass market, finalement, déjà on n'a pas la marge nécessaire pour le faire. Effectivement, on préférerait nous externaliser parce que on aurait moins de problèmes à gérer. Mais au quotidien, finalement, quand on pose le coût logistique, le coût de stockage et on l'a fait, c'est vrai que pour nous c'est beaucoup plus rentable d'être en interne. Alors après, c'est des problèmes à gérer. Mais ce qui va être bien, c'est quand GMA voudra livrer à Lyon en H+4 ou à Paris ou à Bordeaux en H+4, vu qu'on travaille tous les deux sur ShippingBo, on va pouvoir superviser les entrepôts et moi je vais pouvoir offrir une solution à GMA en le livrant en Bordeaux, en H+4, en centre-ville. Sans pour autant l'avoir dans votre entrepôt. Externaliser la logistique, pourquoi? Externaliser une partie de la logistique. Alors, on va y venir justement à l'autre partie, parce qu'on parlait de mutualisation. Moi, le mot qui me vient à la bouche quand je parle de mutualisation et avec les logisticiens, c'est la partie transport. Alors aujourd'hui, on imagine que vous avez des accords transport qui reposent sur plusieurs millions de colis par an. Oui. B2C, plusieurs millions, Lockbad. Oui, sûr, Olivier, bien sûr. pardon. Oui, bien sûr. Pareil. Vous êtes à plusieurs millions ou pas? À plusieurs millions, oui. Vous avez fait plusieurs millions de colis aujourd'hui? Non, un peu moins. Un peu moins. Oui. Bon. Alors, moi je me dis naturellement, basiquement, vous obtenez, j'imagine, de meilleures conditions tarifaires chez les transporteurs B2C traditionnels, que ce soit Colissimo, Mondial Relais, Chronopost, DPD. Vous obtenez des meilleures conditions tarifaires que vous partagez avec vos clients. Oui. Enfin, je l'espère. Oui. Donc forcément, mécaniquement, vous avez de meilleurs tarifs que Alan Lasserie, GMA tout seul. On est d'accord? Non seulement on a des meilleurs tarifs, enfin je pense qu'on a des meilleurs tarifs, ça peut dépendre. On a parfois des surprises, on va pas se mentir, on a parfois de très belles surprises. On balance, il y a des surprises, il y a des... il y a des accords historiques, il y a des accords historiques. Comment il peut y avoir un accord historique? Vous avez des entreprises qui avaient 30 ans d'ancienneté. Mais on ne peut pas toujours tout expliquer, Franck. On peut pas tout expliquer. Mais bon, des fois on peut faire peur aussi. Si, mais moi ça m'intéresse. On peut faire peur aussi aux transporteurs. On peut faire peur aux transporteurs, si tu veux, parce que quelque part on vend aussi leurs produits. Eux-mêmes vendent en direct à d'autres gens. Donc c'est un mariage un peu compliqué entre le transporteur et fournisseur, mais ils vendent aussi du transport finalement au même client que nous. Donc, il y a des fois pour eux, il y aurait un peu trop de marge qui pourrait s'évaporer quand même. Il peut y avoir... On va en parler de la marge, parce que ça m'intéresse aussi. Il peut avoir de la méfiance. Non, au-delà du prix, parce que je pense qu'on peut avoir des prix ou pas. Tout dépend du kilo. J'imagine que vous négociez bien, j'ai l'impression que vous négociez bien. Mais on a aussi... Ça flatte, chez Lockbad, ça flatte bien. Je le vois bien, je les connais les clients. Il y en a qui arrivent à très bien se débrouiller, à juste titre, quoi. Mais par contre, vous n'avez peut-être pas l'offre que j'ai. C'est-à-dire que moi, j'ai 25 solutions de transport. Vincent, combien de solutions de transport chez vous en B2C? 50. C'est la surenchère, ça commence. C'est ce que tu voulais, non? Non, moi je voulais savoir combien. 25. Oui, on a pas si 25, on les cumule toutes, aujourd'hui on propose quasiment toutes les solutions du marché parce qu'on les pilote et l'intérêt c'est de proposer toutes les solutions existantes. On va y venir au pilotage transport. C'est ça. Et je vous laisse terminer, Olivier. Moi j'ai orienté ma logistique vers le marketing. L'idée, c'est de rendre service au marketing. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai créé en 2004, j'ai
je me suis mis ce qui était le plus facile pour moi, j'ai mis un éventail de transport. Donc je peux livrer pour répondre à toutes les solutions. Je peux livrer en low cost, je peux livrer en premium, je peux livrer en relais, je peux livrer à l'étranger, je peux livrer avec de la traçabilité. Okay. Bon bref. Donc plein de services, un panel, en green, etc. Ce qui est plus difficile par rapport. Donc moi je peux le faire parce que j'ai un volume de colis, j'ai un volume de clients aussi qui me font des demandes aussi, qui me boostent aussi et qui me permettent de m'éclairer. Parallèlement, je pense que quand tu es tout seul, donc forcément, tu as intérêt à donner un maximum pour avoir du tarif. Donc du coup, tu peux avoir du tarif, mais on perd peut-être un peu en service. Mais ça dépend du business model. Non, mais encore une fois, ça dépend du business model. Ça dépend de la négociation, ça dépend du client, etc. Bon, moi, je vous connais, je connais même vos tarifs, très clairement. Je vous confirme que vous avez de bons tarifs transport en termes d'achat. Ce qui m'inquiète, c'est plus la revente. Vous revendez avec une marge, j'imagine. Pour faire fonctionner tout ça, il faut bien un peu de cashback. Mais tout dépend du service. Est-ce qu'on vend tout simplement le transport qui va être récupéré, on va dire, sur nos quais, ou est-ce qu'on vend aussi le pilotage, le suivi, la préfacturation, tout le control tower? C'est différent. À partir du moment où il y a un travail qui va pouvoir permettre aussi, on va dire, d'alléger les équipes de GMA ou tout autre sur le poste du transport qui est quand même chronophage, avec le suivi, avec une notion de service client, avec une notion de proactivité. C'est quelque chose qui se gagne au final. Alan, vous en pensez quoi? Oui, après, il faut voir avec le nombre de colis, nombre de pièces et voir comment vous facturez comme ça. Est-ce que vous facturez au stockage, est-ce que vous facturez au transport ou à la pièce? Sur le transport. L'avantage sur le transport, c'est que nous, on fait des négos régulièrement et qu'on maîtrise au moins ce qu'on fait. Au final, quand on externalise la logistique, on se sent parfois aussi sur un contrat, on est lié avec vous sur une période et on se sent un petit peu enfermé dans ce contrat-là. Voilà. Après, au niveau du prix de revient, nous, l'avantage, c'est qu'on fait quand même beaucoup de colis et que aussi on a une notion patrimoniale sur notre entrepôt et donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui a été évoqué au début, il y a un réel intérêt. Donc Alors justement, Alan, là vous êtes, Olivier l'a souligné tout à l'heure, il a posé une bonne question. Vous détenez un entrepôt de 12 000 m². C'est ça. Il est plein. Oui. Comment vous voulez faire de la croissance avec un entrepôt plein? Alors là, sur la croissance ponctuelle, on peut externaliser ponctuellement, mais on a un projet là actuellement de construction d'entrepôt dans le nord de la France, pas loin d'ici d'ailleurs. Donc on a un projet dans 2 ans d'avoir un autre entrepôt plus grand qui sera 18 000 m². Voilà. D'accord. Et vous garderez l'entrepôt de 12? Oui. D'accord. Voilà. On gardera après. Là, c'est des notions immobilières. On verra si on pourra se louer ou pas. On verra en fonction de. Moi, je sens que je vous sens bon sur la logistique. J'ai entendu tout à l'heure les arguments de mes confrères sur le fait que ce n'est pas votre métier et que vous devriez le laisser à un autre et vous concentrer sur le vôtre. Je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu un logisticien dans l'âme. Est-ce que vous ne seriez pas demain prêt presque à vendre de la prestation logistique? Oui. On s'est posé la question et on l'a fait un temps parce que finalement, quand on a acheté 12 000 m² d'entrepôt, on n'avait pas le besoin de 12 000, on avait besoin de 7 ou 8 000. Donc on avait un peu d'espace pour de la logistique et c'est vrai qu'on a stocké de la marchandise pour d'autres et qu'on a refacturé. Et oui, faire de la logistique aujourd'hui, on sait le faire, on a de la place dans nos entrepôts et donc on le fait ponctuellement en fonction de notre besoin. Ce qui fait mais de toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est optimiser des ressources. On optimise les zones, on optimise les surfaces, on optimise le temps, on optimise les transports. C'est tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, s'il y a un patrimoine immobilier qui va être surcapacitaire, l'intérêt, c'est de l'optimiser, soit en sous-louant ou soit en intégrant une autre activité à l'intérieur. Sauf que dans le cas d'un client qui externalise chez vous, c'est pas son affaire, c'est la vôtre. Aujourd'hui, nous, on aime bien être la variable d'ajustement. De se dire, voilà, vous arrivez aujourd'hui, on a des gros industriels de l'agroalimentaire qui vont arriver en disant, moi, j'ai envie de faire un flux poussé, ça sort de l'usine, on arrive, on accueille les produits et on se donne une petite liberté à se dire, voilà, je suis prioritaire dans un entrepôt XXL et j'avance au fil du temps et j'ai pas de soucis immobiliers et mon schéma directeur est stable pendant les 5-10 ans à venir et ça, c'est un sacré confort. Je comprends. Messieurs, il nous reste 3 minutes. J'aimerais pouvoir vous laisser la parole pour conclure. Vous avez 1 minute chacun pour me dire ce que vous avez envie. Je regarde sur ma montre et je vais commencer par allez, Vincent, Logs, 1 minute pour dire ce que vous voulez. Le marché se transforme et ce genre d'échanges, on les apprécie énormément puisqu'on les vit tous les jours. On est là pour accompagner nos clients, les partenaires, les prospects. Et puis, il y a externalisé toute partie de la logistique. Et aujourd'hui, voilà, les schémas changent. Il y a une espèce de disruption quand même. Et je pense qu'on peut accompagner. On se doit d'être le moteur de l'écosystème de logistique pour le e-commerce. Et on sera à mesure de vous accompagner sur des opérations ponctuelles. On accompagne tous nos partenaires aujourd'hui et on les aide à se diversifier et à utiliser toutes les sources de vente aujourd'hui sur le e-commerce, dans la vente privée, dans les marketplaces, dans le retail. Et on est là aujourd'hui pour pouvoir permettre d'augmenter et de maximiser les sources de vente et la croissance de nos clients. Très bien, 45 secondes.
Je vais laisser la parole, merci Vincent. Pour conclure, Olivier Corin, Logvad, vous avez 1 minute pour dire ce que vous voulez. Vous voyez, je ne vous embête pas. D'accord. Vous êtes prêts 3, 2, 1, c'est parti Olivier. Oui, moi je respecte tout à fait cette position. Je pense que si j'étais e-marchand, je me poserais certainement la question. Je pense que, bon voilà, maintenant mes propres clients s'y retrouvent. J'essaye de faire au mieux pour eux et de leur ramener. On ramène beaucoup de conseils, hein. C'est important de dire ça. Et puis je pense que de toute façon on a tous nos cartes à jouer. Du boulot il y en a, hein. Le e-commerce c'est toujours, même si cette année c'est un peu plus dur que les autres années, mais le boulot est en croissance. Il y a le métier aussi devient de plus en plus international. On réceptionne des clients qui viennent de l'étranger et qui eux de toute façon veulent être en local. Donc de toute façon ils doivent externaliser, hein, parce que notamment avec la problématique des frais de port, hein, on veut pouvoir noter. Et puis surtout avec le Brexit et compagnie. Donc on a de beaux jours devant nous encore, on a encore des beaux jours. Nous on leur doit les CAPEX, on leur doit l'innovation, on leur doit l'écosystème qui permettent la croissance. Pas de problème. Merci à tous les deux pour cette conclusion. Je retiens que vous trouvez normal qu'un client puisse réfléchir à une externalisation à un moment T, à l'instant T. Vous êtes d'accord? Mais c'est des projets qui mettent des fois 3 ans, 4 ans, il y a une maturation. Et puis il y a un moment aussi dans l'activité, il y a un moment où aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui, ne sera peut-être pas dans 2 ans. On a des clients qui réinternalisent, c'est-à-dire qui ont d'abord commencé avec nous parce qu'ils ont démarré de zéro et qu'il a fallu les accompagner, etc. Et dès qu'ils arrivent à maturité, veulent aussi investir dans des entrepôts, faire du patrimonial, etc. Tout ça, je le comprends, quoi, hein. Oui. Tout ça, je comprends. Très bien. 30 secondes pour conclure. Oui, Alain Lasserie, président de GMA, GMA. import, distributeur sur les marketplaces de produits manufacturés. Vous avez choisi d'internaliser votre entrepôt. Vous avez tous les trois bien discuté. J'aimerais avoir votre conclusion, surtout sur ce que vous avez pensé de nos amis là. Ma conclusion, en quelques mots, nous, il y a une quinzaine d'années, on a choisi de faire du e-commerce. On faisait à l'époque du retail et on a fait du e-commerce. On travaille avec très peu d'acteurs finalement, les acteurs célèbres, les ventes privées, Cdiscount, Amazon, etc. Aujourd'hui, le monde change. Excusez-moi, il y a vraiment une digitalisation qui se fait de plus en plus et on a de nouveaux clients. Voilà, je vous parle de l'interface de Miracle que vous devez tous connaître. Aujourd'hui, on travaille avec des nouveaux acteurs comme Maison du Monde, comme Decathlon qui n'étaient pas ailleurs et qui demandent une qualité de service qui est plus importante. Et c'est vrai que cette qualité de service-là, parfois nos prestataires low cost ça peut être plus compliqué. Donc dans ces cas-là, on peut être amené à externaliser à terme avec des acteurs comme vous sur les produits. Et il ne faut pas oublier la transformation du e-commerce, hein. On va arriver sur le live selling, on va arriver sur les ventes sur les plateformes de réseaux sociaux. Faut pas oublier qu'on a une génération Z qui arrive en courant et qui fera 80% des achats sur mobile d'ici 2025. Il y a beaucoup ça bouge dans l'e-commerce, on compte sur vous pour vous adapter, pour être flexible et agile, c'est un mot que j'aime beaucoup, l'agilité. Merci pour vous être entendu aussi bien, je m'attendais à un peu de conflit, j'ai pas sonné mais on est bienveillant en fait, c'est un peu galvaudé, mais si vous n'étiez pas bienveillant, vous ne seriez pas sur ce plateau, je vous le confirme. Oublie pas que tu es dans le Nord. Bon salon, merci Franck. Merci.